Mise à jour majeure pour la CX-60. Ce véhicule a deux histoires passionnantes. Tout d'abord, l'histoire générale, c'est que les nouveaux gros SUV Mazda essaient de rivaliser avec les SUV premium à un prix plus abordable. Cela concerne le CX-60, mais aussi le CX-70, le 80 et le 90. Quand je l'ai conduit pour la toute première fois, le CX-60, lors du lancement européen, j'étais assez sceptique concernant l'expérience de conduite, car les véhicules maîtres, surtout les plus petits, mais aussi les SUV, sont toujours excellents à conduire, tellement agréables à piloter. Et je n'ai pas ressenti ça avec le Mazda CX-60. Mazda m'a ensuite contacté. On se voit pour en parler? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et réparons ça. Le plus intéressant, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc tout ce que j'ai critiqué auparavant, ils veulent le corriger maintenant avec cette mise à niveau ici, en particulier les mises à jour de la suspension. Je suis vraiment impatient de la conduire aujourd'hui pour voir si les changements qu'ils ont apportés ont fonctionné. Je suis Thomas sur Auto Jeffel en 4K plein écran et en intégralité. On commence par la couleur ici. Circonscript, un camouflage vraiment unique et frappant était déjà disponible sur la CX5 et l'Est désormais aussi sur la CX60. Je trouve que ça donne un look particulièrement cool et distinctif. En plus, on est sur la finition haut de gamme, avec une calandre avant en noir brillant et les capteurs habilement dissimulés derrière le logo Mazda. Dans l'ensemble, c'est une belle réussite. Une allure très imposante ici pour tous les nouveaux gros SUV Mazda, les phares ici, optionnels en LED Matrix pour les finitions supérieures. Celui-ci, par exemple, que vous pouvez voir ici. La longueur du CX60 atteint 4,76 m, soit 187 pouces précisément. Le CX80, qui est également destiné au marché européen, le grand frère, mesure 5 mètres ou 197 pouces. Et les modèles que vous trouvez sur le marché nord-américain, le CX70 et le CX90, sont encore un peu plus longs, à 5,10 m de longueur totale. Et le fait est que ce modèle est le seul à être plus court. Et comme vous le savez, les fans du marché nord-américain ont également réclamé celui-ci, car il est logique de différencier entre un modèle plus court et un plus long. Tout à fait. Bientôt, nous en saurons davantage sur ce sujet principal d'aujourd'hui. Les jantes de 18 pouces sont en série. Les 20 pouces sont en option, disponibles également en noir. Ici, c'est toujours marqué 6 cylindres en ligne. Oui, il continue d'utiliser 6 cylindres, comme pour le diesel en Europe et pour le moteur essence turbo sur le marché nord-américain. Sinon, il y a l'hybride rechargeable. Plus d'infos sur les moteurs à venir, le design fonctionne vraiment très bien. En allant vers l'arrière, on retrouve cette signature moderne ainsi que les feux arrière stylés. Un système de transmission intégrale classique orienté vers les roues arrière. C'est un système très important et intéressant car il repose sur une plateforme longitudinale avec un moteur 6 cylindres en ligne monté à l'avant et également en propulsion si vous ne prenez pas les versions à transmission intégrale. Ce diesel est en propulsion de série et en transmission intégrale en option pour la version plus puissante. C'est très intéressant. Et qu'ont-ils fait avec ces mises à jour? C'est la question cruciale. Donc, tout d'abord, l'essieu arrière, c'est vraiment la chose la plus importante. Sur l'essieu arrière, parce que j'avais l'impression avant que c'était un peu comme quand on passe sur des bosses, surtout pour la version hybride rechargeable, qui pèse plus lourd, c'était un peu comme si ça décollait légèrement du sol, en même temps pas très confortable. Et en plus, tu n'avais pas cette sensation de conduite sportive typique de Mazda. Et à l'avant aussi, les autres modèles de Mazda semblaient plus précis au niveau de la direction. À l'avant, ils ont entièrement retravaillé la suspension à double triangulation pour l'améliorer. En fait, à l'avant, cette suspension à double triangulation a également reçu un amortissement plus rigide et la direction assistée a été retravaillée. Cela signifie donc qu'elle est censée offrir une direction plus précise et une conduite plus amusante dans les virages et en sortie de courbe. Pour l'essieu arrière, qui est un multibras, il a également été entièrement revu. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Tout d'abord, il y a plus de débattement ou un débattement accru. Ensuite, les ressorts ont été adoucis afin d'apporter davantage de confort. Parallèlement, les amortisseurs ont été renforcés pour optimiser la sportivité du véhicule. Et ce mélange est censé nous offrir une sensation plus sportive tout en apportant davantage de confort. Si ça fonctionne, je suis vraiment impatient de voir. Mais je veux dire, c'est un cas très rare où ils ont pris les commentaires directs et ont vraiment travaillé en profondeur sur ce que nous avions critiqué auparavant. Et je veux dire, pour ça, on ne peut qu'applaudir Mazda, pour avoir écouté, pris en compte les retours et corrigé les points directement, même avant un lifting majeur ou une mise à jour importante. Et sous le capot, comme je l'ai dit ici, le diesel 3,3 litres.
Vous voyez ici ce montage longitudinal en ligne 6, comme symbolisé ici, et vous pouvez l'avoir soit avec 200 chevaux en propulsion arrière, soit 250 chevaux et transmission intégrale. Ici, c'est la version la plus puissante, équipée également d'un système mild hybrid pour le réseau 8 volts. L'alternative serait le 4 cylindres 2,5 litres, le groupe motopropulseur hybride rechargeable, et sur le marché nord-américain, vous obtenez le moteur essence 3,3 litres turbo. Les chiffres précis de puissance et d'accélération sont disponibles dans la description de la vidéo et dans un commentaire à part. La seule chose qu'ils auraient peut-être pu ne pas faire. Des faux pots d'échappement, la police auto-je-fuel doit intervenir à ce sujet. Passons maintenant à l'intérieur avec la clé, ce n'est vraiment rien de spécial, honnêtement. Le son de fermeture des portes est en fait solide. À l'arrière aussi, voyons ce qui en est des poignées. Et c'est mieux, vous savez que parfois elles ont ce problème où, quand vous tirez dessus, ça donne une sensation d'écho, mais en fait, ils ont réglé ça. C'est donc une bonne chose. Ensuite, à l'intérieur des portes, ici, vous avez aussi une structure, un peu comme ça, et aussi ça. Semble vraiment beau avec ces lignes et ce classique contrôle. Ici aussi, avec ce dessus, vous savez, ces petits éléments galvanisés pour les manivelles de fenêtres et ainsi de suite. Cependant, pas de tissu à l'intérieur des poches de porte ici. Et puis, le volant avec de vrais boutons vraiment appréciés pour le volume sur le côté gauche. Et voilà, et du côté droit, ici, avec les réglages du régulateur de vitesse, et le volant en lui-même dégage vraiment un certain dynamisme. Les sièges en tissu seraient la norme en Europe. Sur le marché américain, vous pouvez obtenir du simili-cuir qui aurait à peu près le même aspect, uniquement dans la 190. Tout le reste, comme ici et aussi dans les finitions supérieures, est en cuir animal et ils doivent proposer des options plus respectueuses des animaux. Des solutions, surtout pour les finitions haut de gamme, c'est sûr, ici avec ma taille de 1,86 m. Il reste de la marge. C'est celui-ci avec le toit panoramique qui est également une option et quand j'allume le contact, je peux aussi vous l'ouvrir maintenant. Ça s'ouvre comme ça. Ce n'est pas très large, mais c'est un toit que vous pouvez réellement ouvrir avec une petite ouverture juste à cet endroit. Bien sûr, sans le toit panoramique, c'est toujours plus silencieux, surtout si vous roulez un peu plus vite sur l'autoroute. Cependant, ce que vous pouvez aussi faire lorsque vous souhaitez rouler plus vite, ou peut-être aussi par une journée très ensoleillée, c'est appliquer cette vraie protection ici, comme ça. Vous pouvez aussi l'arrêter à mi-chemin ou quelque chose comme ça. Le volant a une belle commande pour monter et descendre électriquement d'avant en arrière. C'est vraiment très agréable à contrôler. Et oui, rien que par les éléments visuels, on retrouve cette conduite typique de Mazda. C'est toujours sympa, un tableau de bord structuré, vous pouvez le pousser un peu, c'est bien et structuré. Cela donne donc une très bonne première impression. Ensuite, les sièges sont électriques, très pratiques. Et la seule chose que je dois dire sur les sièges, c'est que pour les conducteurs très grands, ils sont un peu courts. Et on peut également voir ici au niveau de l'épaule. Je suis grand, mais pas du genre super grand, style Michael Jordan ou autre. Et je dépasse déjà le siège lui-même, disons, au niveau de l'épaule, donc c'est peut-être un vrai problème pour les personnes grandes. Et ils n'offrent pas non plus beaucoup de soutien latéral, avec des solutions intéressantes. D'abord, une finition soft touch sur le haut, puis ce tableau en simili-cuir avec couture contrastée ici. La boîte à gants est parfaitement amortie, un point pratique. L'interface classique comprend le réglage du ventilateur, la climatisation, le mode manuel, les options chaud et froid, ainsi que le chauffage du volant et des sièges. Quand le moteur est en marche, cela fonctionnerait aussi. C'est donc très facile de contrôler ce véhicule et c'est quelque chose qui manque avec beaucoup de voitures récentes aujourd'hui. L'écran a une disposition horizontale et on le contrôle par en dessous. Pas de fonction tactile en mode maître, sauf si vous utilisez Apple CarPlay ou Android Auto. Là, l'écran passe en mode tactile. Et ici, la finition est vraiment soignée sur le dessus. Les porte-gobelets sont également adaptatifs. Juste ici, le levier de vitesse. Swing, lorsque vous démarrez le véhicule, il a ce design plutôt old school sur le côté droit. Ce design en gradin, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Après tout, il faut le déverrouiller à l'avant de toute façon. Pourquoi ne pas simplement le tirer d'avant en arrière? C'est ce que j'aurais vraiment préféré. Et ici à l'avant, vous pouvez passer en mode conduite. Et cela offre également un bon retour cliquant par exemple. Voyez-le aussi sur les instruments. J'éteins le moteur à nouveau. Ici, au milieu, c'est très doux pour le coude. C'est vraiment parfait. L'ouverture divisée est sympa, j'apprécie ce tissu en dessous. On peut l'enlever pour nettoyer par exemple, mais c'est bien que ce ne soit pas comme du plastique dur et simple. 2 ports USB-C, vous avez peut-être déjà vu ça. Et une interface plus manuelle ici, par exemple avec la molette de volume manuel, qui a aussi ce moletage métallique autour.
C'est donc plutôt cool. Et c'est aussi pour ça que cette voiture est populaire, car elle a une interface utilisateur simple. En même temps, elle offre des éléments de qualité, etc. À l'avant, un plateau de charge inductive. Ce n'est pas ventilé, donc je préférerais plutôt charger le téléphone avec un câble pour éviter qu'il ne surchauffe. Point de vue du conducteur, encore une fois avec les boutons, qui produisent également des cliquetis. Oui, et la musique, le système Audio Bose d'ailleurs, a un son assez cool. Vraiment, comme ça. Donc, et ici, nous avons les instruments qui sont tous numériques en réalité, mais ils affichent cette vue analogique et j'apprécie vraiment qu'ils aient conservé ce style-là. Et puis, vous avez aussi cet affichage tête haute et le système d'infodivertissement principal. Nous sommes en mode CarPlay ou Android Auto. Vous pouvez aussi le contrôler d'en dessous, mais voyez ici, il est soudainement devenu un écran tactile. Et très important ici, à gauche derrière le volant, il y a ce bouton. Appuyez une fois pour désactiver l'alarme de limite de vitesse. Les sièges arrière, tout d'abord, bravo à Mazda pour cette ouverture à 90 degrés. Presque 90 degrés, ce qui permet un accès très facile au siège enfant, par exemple. Je ne vois pas de sanglé en haut sur le siège avant, pas d'ISO fixe devant, mais il y en a ici, sur les sièges arrière à l'extérieur. Ensuite, nous avons la console centrale avec le chauffage des sièges, une charge USB-C et aussi une vraie prise électrique comme celle-ci. Nous pouvons rabattre cette partie inférieure. Comme ça. Voici des rebords en caoutchouc. Et vous pouvez déjà rabattre la trappe à ski d'ici. Donc c'est possible. Et ensuite, quand je conduis, comme je suis de ma taille, vous pouvez voir qu'il n'y a presque aucun espace pour les jambes ici dans la deuxième rangée de sièges. Donc là, vous pouvez aussi voir que la longueur de ce véhicule ne se répercute pas sur l'espace pour les jambes, mais plutôt sur le coffre. Oui, on peut voir que c'est un peu un inconvénient qu'ils ont, cette plateforme longitudinale offrant le 6 cylindres en ligne qui rend la carrosserie longue à l'avant et qui lui donne aussi un look cool. Oui, mais ici, ce n'est pas le meilleur compromis, pour ainsi dire. Donc, si vous avez besoin de plus, il faudrait probablement opter pour le modèle plus grand plutôt que pour le CX80. Ici, l'espace pour la tête est aussi juste. Oui, on peut dire que je peux m'en sortir ici, mais ce n'est vraiment pas le plus polyvalent à l'arrière. Vous pouvez ajuster l'angle, asseyez-vous un peu comme ça ou un peu plus en arrière, si vous préférez. Oui, c'est plus incliné. Passons maintenant au coffre qui propose 560 litres. Voyons ça? Haillon électrique. Et ici, la valise cabine tient aussi verticalement dessous. Largeur 1 mètre 10 cm ou 43 pouces. Règle à 1 mètre ou 40 pouces. Et c'est aussi à peu près la longueur. La hauteur, vérifions-la, car on peut également retirer celle-ci ici. Regardez ça. Oui, ça. Et puis on peut aussi enlever ce cache. Donc c'est une solution simple. Et puis la hauteur maximale ici est d'environ 30 pouces ou 76 cm. Maintenant, ça devient intéressant avec le pliage des sièges. Avant cela, très rapidement, un coup d'œil en dessous, parce qu'ici se trouve le système son Bose avec le subwoofer. Vous pouvez aussi retirer tout ça, mais bien sûr, il n'y a pas vraiment de besoin pour ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le côté gauche, nous avons deux leviers. Donc, je peux soit ici seulement plier la partie centrale, mais si je veux ensuite plier celle-ci, elle ne redescend pas automatiquement. Mais je veux dire, c'est une solution intéressante qui permet de déplier uniquement la trappe à ski d'ici, et si les deux sont bien remis en place ici, tout fonctionne parfaitement. Et ensuite, je tire à nouveau la manette et tout se replie en bas. Et bien sûr, de l'autre côté, vous pouvez aussi l'abaisser un peu plus, comme ceci, pour qu'il soit bien en place. Ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas la position du siège pour conduire. J'ai dû l'avancer d'abord, puis le reculer un peu, car il n'y a pas assez de place pour les jambes avec le dossier complètement replié. C'est un peu bâclé ici, regardez ça. Donc la finition n'est pas top à l'arrière de ces sièges ici. C'est peut-être un point sur lequel ils ne font pas trop d'efforts, un détail négligé. Je vais mesurer la longueur totale, pas jusqu'au siège, mais plutôt jusqu'à ma position de conduite habituelle. Et c'est donc ici à 71 pouces, soit environ 1,80 m. Voici donc l'espace de conduite ici avec la nouvelle Mazda CX-60, un diesel de 250 chevaux, le 6 cylindres en ligne de 3,3 litres. Nous roulons ici en ce moment et nous pouvons aussi voir les mises à jour de la suspension et ainsi de suite. Les chiffres d'accélération pour ces modèles varient, 8,4 ou 7,4 secondes, 7,4 si vous avez la version 250 chevaux et propulsion que nous avons également ici aujourd'hui. La version à propulsion est nettement plus efficace. Celle-ci propose une puissance accrue et inclut aussi l'option intégrale.
On commence ici avec la circulation de la ville de Madrid, alors toutes nos meilleures salutations à nos fans en Espagne. Et le fait est que lorsque vous conduisez lentement dans la circulation urbaine ici, c'est déjà relativement silencieux. Donc il n'y a pas de double installation des fenêtres ou autre, ainsi on ne le ressent vraiment pas. Mais ici, la différence quand la fenêtre est baissée et que tu la remontes, elle est assez marquée. Alors, tu verras peut-être à des vitesses très élevées plus tard. Mais en réalité, dans les zones de vitesse réduite, l'isolation est vraiment excellente et ça t'offre également une sensation de calme. Ce diesel ici donne vraiment l'impression d'un authentique diesel classique, même à l'arrêt, tu vois ce que je veux dire. Oui, il a le système de cible douce, donc parfois la fonction start-stop est aussi activée et ainsi de suite. Mais il a bien un son typique de diesel classique. Cependant, il est aussi bien isolé ici de l'habitacle, donc ce n'est pas comme si le son entrait de manière trop forte dans cet habitacle ou quelque chose comme ça. La direction était quelque chose qui a toujours été célèbre chez Mazda en fait. Et nous avons récemment testé la Mazda 3 mise à jour. Nous étions également très impressionnés par la sensation de direction. Et en effet, je pense qu'ils l'ont vraiment améliorée. Sans zone morte, elle offre une précision et une réactivité impressionnantes. Fais ce que j'attends d'une direction et ce n'est pas acquis de nos jours, ce qui est rare. Dans la Mazda 3, c'est peut-être encore un peu sportif, mais l'essentiel, c'est qu'il procure une sensation naturelle, intuitive et bien équilibrée. Il n'exagère pas les mouvements, mais en même temps, il ne nécessite pas de le tourner excessivement, et c'est précisément ce qui me convient parfaitement. C'est vraiment bien pour la direction, et aussi, on commence ici dans la circulation urbaine parce qu'on a plus de virages et ce genre de choses, contrairement à l'autoroute, ce qui permet de vraiment l'expérimenter. Et aussi, quand on rencontre des ralentisseurs ici, par exemple, maintenant que la route est un peu défoncée, n'oubliez pas, nous avons les roues de 20 pouces ici. Cela signifie que ce sera mieux pour le confort si vous restez avec ces roues plus petites. Donc, si vous voulez le plus de confort avec ce véhicule, choisissez les roues de 18 pouces et pas celles de 20 pouces. Mais jusqu'à présent, même quand la route est défoncée, je trouve que ça passe plutôt bien. C'est un vrai plus d'avoir Léa ici comme copilote et passagère à mes côtés. Elle peut toujours commenter ça. Tu sais, par exemple, le ralentisseur ici. Oui, c'est bon pour l'instant. Je vais aussi chercher plus tard des ralentisseurs un peu plus rapides, ce genre de choses, tu vois. Voyons si cet effet initial où je me plaignais que la suspension semblait plus soulever le véhicule du sol était finalement résolu. Mais dès les premières minutes, la première impression est que, pour être honnête, ça ne ressemble plus vraiment à une voiture de sport maintenant, en tout cas. Et elle ne sera jamais aussi agile qu'une CX-5 plus petite, car elle est simplement plus grosse, plus lourde, et ainsi de suite. Mais clairement, je sens qu'ils ont fait de gros progrès cette année, surtout en termes de ressenti. Dès les premiers mètres en conduisant la CX-60, j'ai immédiatement eu l'impression que, attends, un truc clochait, surtout au niveau de la suspension. Et je n'ai plus cette impression maintenant. Accélération de 0 à 70, c'était ça, et quand tu appuies sur ce diesel ici. Il se comporte étonnamment bien, ouais, ne t'attends pas à ça, tu sais, parce que quand tu appuies doucement, ça ne donne pas l'impression d'être si rapide, mais quand tu mets vraiment les gaz, alors c'est bien là. Et aussi intéressant ici avec les instruments rouges, ce style d'instrument sportif, c'était aussi en mode sport. Tu peux revenir au mode normal pour garder les tours plus bas et aussi pour une meilleure efficacité et ainsi de suite. On se dirige maintenant vers l'autoroute, on va voir ce que ça donne et ici aussi avec des virages plus rapides pour ainsi dire et on va tester la réactivité. Ouais, je veux dire, on se sent vraiment plus en phase avec le véhicule, c'est vraiment amélioré par rapport à la version précédente, pour ainsi dire. Bon, allons-y. En fait, une assez bonne sensation pour le véhicule, c'est plutôt agréable et rassurant. Il change de voie à grande vitesse. Là, voilà, une nouvelle A3 ici. En effet, c'est une A3 restylée, en fait. Et jusqu'à présent, plutôt fluide sur l'autoroute. Et silencieuse aussi. Ici, à environ 70 km à l'heure en ce moment, il y a beaucoup de circulation autour de nous et on n'entend pratiquement rien de l'extérieur. On arrive à l'autoroute, je vais changer de voie et ça me procure une bonne sensation au volant. Oui, je dois vraiment penser que cette petite sensation de bizarrerie que j'ai ressentie avant a en fait disparu.
Très bien, c'est le principal point de cette mise à jour. On a un changement de météo ici et on va vous montrer plus de conduite sur autoroute et les systèmes d'assistance. C'était aussi toujours un bon test quand il y a un temps plus mauvais et cela en dit encore plus sur l'isolation phonique et sur les autres aspects de la voiture. Jusqu'ici, tout va bien sur l'autoroute. On peut aussi faire une accélération supplémentaire ici, légèrement en montée de 70 à 100. Voilà. Alors, vraiment raisonnable. Très agréable. Mais surtout, l'efficacité de ce diesel est impressionnante. Nous allons bientôt reparler de la consommation encore une fois. Et ensuite, activons le régulateur de vitesse. À 1 km à l'heure, 60 miles à l'heure, et il est également possible d'activer ou de désactiver l'assistant de maintien actif dans la voie et le moniteur d'angle mort. Tu as un petit triangle jaune dans les rétroviseurs, c'est vraiment pratique de l'avoir là, tu vois. Ça pourrait être un peu plus grand peut-être, mais ici, voyons comment la voiture se maintient dans la voie et si elle semble nerveuse ou plutôt stable. Tu vois ce que je veux dire? Et pour l'instant plutôt calme. Là, on prend aussi une légère courbe ici. À l'avant, nous allons légèrement vers la gauche. Voyons comment le volant s'en sort là. Mais jusqu'à présent, c'est vraiment plutôt tranquille. Ici aussi, il suffit que je touche légèrement le volant pour ressentir une différence. Je sens que c'est vraiment plus sophistiqué et précis que dans les autres modèles Mazda. Et c'est l'un des changements constatés sur ce nouveau modèle, maintenant sur la gauche. Oui, pas de correction brusque ou de mouvement saccadé, très fluide, donc ça semble bien. Pas de changement de voie automatique possible, c'est impossible. Mais oui, je pense qu'on peut tout à fait vivre sans ça, sans aucun doute. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on attend en termes de système d'assistance. Il semble fonctionner plutôt bien en fait. Et oui, je peux le souligner à nouveau, ouais, au moins à 100 km à l'heure ou 60 miles à l'heure, même avec la pluie et les voitures qui nous dépassent, c'est toujours plus bruyant que par temps de pluie. Mais l'isolation phonique reste tout à fait acceptable. Alors, qu'en est-il de quelques virages pour vous? Je dois dire que ce n'est pas vraiment une machine amusante, au sens où on pourrait l'entendre avec une Mazda 3 ou quelque chose de ce genre. C'est une voiture plus grosse, certes, mais dans les virages, on ressent clairement une différence très marquée. Ce n'est pas comme si les passagers seraient ravis de franchir un col alpin avec ce véhicule ou quelque chose comme ça. Alors ouais, Léa ne semble pas avoir vraiment de plaisir dans les virages, disons-le comme ça, mais il y a une amélioration notable et c'est là qu'on trouve ça super cool qu'ils aient vraiment pris à bras-le-corps ce problème de manière sérieuse. Donc c'est bien plus amusant qu'avant, même si ce n'est pas encore un vrai SUV fun. Mais encore une fois, je dois les applaudir d'avoir pris ce retour si au sérieux et d'avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'améliorer significativement. Et les résultats de notre test de consommation ont confirmé ce que nous avions déjà constaté lors d'un autre essai précédent. Donc vous pouvez facilement conduire celui-ci avec 6 litres au 100 km, 39 miles par gallon américain ou 47 miles par gallon britannique, ce qui est plutôt correct pour un véhicule de cette taille. Et nous voulons aussi vous emmener ici pour un tour du plug-in hybride, car ici l'upgrade est oui, ou avec un intérieur blanc. J'adore l'intérieur blanc, surtout avec le tissu ici. La seule chose, c'est que j'aime aussi le bois mat, mais je pense qu'il aurait dû être un peu plus clair, comme un bois mat de style bouleau. Et pas comme ça, il a un ton vraiment jaunâtre, ouais, du bois fumé. Ouais, enfin, le bois fumé serait plutôt noir, mais bon, hein, du bois jaune fumé, ouais, exactement. Ok, ouais, enfin, c'est ici pour le plug-in hybride, donc ouais, 125 kg de plus environ, donc on le ressent un peu, surtout dans la conduite, ça ajoute un certain poids, mais c'est pas non plus énorme, juste un petit quelque chose en plus. Plus de poids, oui, et moins de poids, c'est toujours mieux pour l'expérience de conduite. Cependant, ce que je ressens, c'est qu'avec les améliorations apportées à la suspension, la différence ne se fait désormais plus autant sentir. Donc si vous fermez les yeux, que vous commencez à conduire et que personne ne vous dit quel moteur vous utilisez et que vous n'écoutez pas non plus le son du moteur, alors vous ne sentez plus une si grande différence. Donc avant ça, je sentais qu'il y avait une différence notable où je me disais vraiment « Oh waouh, que le diesel roule vraiment beaucoup mieux ». On dirait donc que l'ancienne configuration de suspension était bien plus sensible à ce poids supplémentaire du hybride rechargeable, alors qu'avec la nouvelle suspension, cette sensibilité est nettement réduite. À ce surplus du hybride rechargeable. Cela pourrait aussi s'expliquer, en plus des amortisseurs plus rigides à l'avant et à l'arrière,
même si d'autres facteurs entrent en jeu, plus de débattement à l'arrière ainsi que des ressorts plus souples à cet endroit. Ils ont également supprimé, pour toutes les versions, un stabilisateur transversal situé sur l'essieu arrière. Celui-ci a également été supprimé et c'est également pour cela que le problème le plus critique concernait la version hybride rechargeable. Dans un virage en passant par une bosse, l'essieu arrière avait presque tendance à se soulever. Et toutes ces mesures, et notamment le retrait du stabilisateur, entraînent désormais un effet qui le rend nettement plus stable. Pour résumer, comme s'il adhérait davantage à la route, collait plus fermement au sol, et je dois dire que j'aurais encore une fois pensé que l'hybride rechargeable se conduirait moins bien en réalité, mais on ne ressent pas vraiment de distinction notable. Il y a tout de même une différence quand on va vraiment très vite dans les virages serrés, mais c'est aussi quelque chose où cette voiture n'est pas vraiment à l'aise et ne le ferait probablement pas si souvent. Alors ici aussi, c'est intéressant de noter que cette mise à jour significative fonctionne également très bien ici pour le plug-in hybride. Quant à la consommation du PAV, il faut toujours préciser que ça dépend vraiment des conditions. Oui, la batterie est plutôt petite avec 14,5 kWh net. Le chiffre brut est un petit peu trompeur car c'est surtout le chiffre net utilisable qui compte. Ouais, et vous ne pouvez pas parcourir trop de kilomètres en tout électrique. C'est plus une question de mélange dans le réservoir ou si vous rechargez très fréquemment et peut-être faites un trajet rapide pour aller au travail en tout électrique. Et là, ça dépend toujours de la fréquence à laquelle vous rechargez, puis ça dépend aussi de la consommation réelle de carburant. Mais sur le long terme, le véhicule se comportera plus comme un diesel. Celui-ci est meilleur pour les avantages fiscaux. Ici, par exemple, vous le sentez aussi quand le moteur essence se met soudain en marche. Parfois, on a un peu l'impression qu'il doit travailler un peu plus, un peu stressé. D'un autre côté, quand vous êtes dans ces moments électriques, c'est quelque chose que l'IA apprécie vraiment, c'est qu'elle apporte plus de calme au véhicule quand vous conduisez en tout électrique. Tandis que d'ailleurs, les deux véhicules ont enfin une vitesse maximale d'environ 200 km à l'heure, soit 125 miles à l'heure, le diesel étant même un peu plus rapide pour ceux que ça intéresse. La conduite entièrement électrique est ici limitée à 140 km à l'heure, avec des prix variant de 50 000 à 70 000 euros en Allemagne, par exemple, selon si l'on choisit une finition basse ou haute. Sur le marché nord-américain, les modèles démarrent généralement environ 10 000 euros en dessous de ces prix. Si vous optez pour le CX-80, le modèle plus grand, l'entrée de gamme est bien plus chère, mais si vous visez une version complète, les prix ne sont en réalité pas si différents. Mon conseil serait vraiment de choisir le 3.3 diesel ici avec un CX-60. Privilégiez la version à propulsion arrière, plus efficiente et moins chère, et optez pour une finition basse qui inclut les sièges en tissu. Ils sont plus confortables, respirants, écolos et demandent moins d'équipement. Ce véhicule a du sens lorsque vous économisez beaucoup d'argent par rapport aux concurrents allemands. En optant pour la version haut de gamme, vous pourriez obtenir une offre de leasing chez BMW ou une marque similaire. Mais c'est véritablement ici que la voiture se distingue lorsque le rapport qualité-prix est pleinement mis en valeur.